Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire organisé par Karl Storz. Ce soir, on va à nouveau parler d'hypertrophie de prostate et d'énucléation. Je tiens avant de commencer à remercier Olivier Madard et toute la société Vectorem pour les moyens et tout le staff Karl Storz pour leur invitation. Alors, on va pouvoir commencer la présentation. Donc, bienvenue en direct de Bordeaux pour cette transmission de la clinique du Tondu, où je réalise cette technique actuellement. Les conflits d'intérêts pour commencer. Donc, je suis formateur bipolaire pour Karl Storz depuis quelques mois. Concernant la technique, donc c'est une technique que je réalise depuis environ 4 ans, depuis 2 ans on va dire avec le matériel de Karl Storz. J'ai une centaine de cas à mon actif et une cinquantaine on va dire avec la nouvelle lance dont je vais vous parler ce soir pour le bipolep. Alors, il y a 48 heures, nous avons eu un excellent webinaire animé par Grégoire Robert, Richard Mallet et Hervé Baumer, qui nous ont parlé donc de la technique OLEP, avec notamment la gestion en multilobe ou monobloc, la gestion de l'APEX vis-à-vis des problèmes d'incontinence urinaire que l'on peut avoir parfois. Donc on parlera également de ces problèmes sous l'abord, sous la vue du bipolep, savoir si on a effectivement les mêmes problèmes ou pas. En tout cas, je vous invite à revoir dans le futur ce webinaire qui était vraiment de très très haute qualité. Alors, si vous n'êtes pas commencé à pratiquer l'énucléation, et ce début de présentation s'adresse à vous, finalement, vous êtes un petit peu dans le choix suivant. Soit pour les grosses prostates, vous pratiquez l'adénomectomie, qui est une excellente technique et qui donne probablement encore toujours les meilleurs résultats. Soit pour les plus petites prostates, vous réalisez soit des résections monobipolaires ou des électro-incisions cervico-prostatiques qui ont tout à fait leur place, dont on parlera encore tout à l'heure. Alors, diapositive suivante. Finalement, pourquoi changer, pourquoi amorcer cette énucléation? Eh bien, tout d'abord, si vous faites encore les adénomectomies, ça va être pour diminuer les complications, que ce soit au niveau de la paroi, d'infection, de caillotage, thromboembolique. Surtout diminuer la durée de sondage. La durée de séjour, bien évidemment, parce qu'en moyenne, sur des adénomectomies, on est au moins sur 5 à 6 jours en général, et des durées de sondage à peu près équivalentes. Et donc tout ça, l'idée, ça va être d'essayer de diminuer les coûts de cette intervention. Bien sûr, ne plus utiliser le glycocol et tous les effets secondaires qu'on peut avoir avec. Et donc, rejoindre le nouveau standard qui a été défini, d'énucléation. On parle aussi maintenant d'AEP, Anatomical Enucleation of Prostate. Alors, bien entendu, faire des énucléations, ça nous donne tous envie, mais il y a des contraintes à ça, parce qu'il va falloir changer d'habitude, il va falloir passer par un nouvel apprentissage, vous allez augmenter au départ vos durées opératoires, vous allez avoir forcément au départ une morbidité plus importante que ce que vous faisiez jusqu'à présent, vous allez probablement augmenter vos durées de séjour par rapport à celles dont on va parler juste après, et surtout il va y avoir un gros travail de formation pour vos équipes, c'est-à-dire vos anesthésistes, vos traites opératoires, votre circulante, la cadre. Donc, il va y avoir un travail à faire et je pense que c'est important de le faire en équipe. Il va falloir effectivement acquérir le matériel, donc on va parler un petit peu d'investissement tout à l'heure. Tout ça, ça va rentrer dans une courbe d'apprentissage. Donc, on définit actuellement à peu près une cinquantaine de cas pour arriver à faire une énucléation de bonne qualité. Et d'où l'importance, effectivement, de suivre une formation et de pouvoir également avoir un proctor qui puisse vous conseiller et vous suivre durant votre apprentissage. Alors pour l'instant, pour l'énucléation, on parle surtout de 3 techniques. On parle beaucoup du OLEP avec les énergies laser. Vous savez qu'il existe plusieurs types d'énergie laser. On parle également du GreenLape, c'est-à-dire le laser GreenLape qui est utilisé pour trouver les plans de clivage, réaliser cette énucléation. Et également, on va dire le petit dernier venu qui est le bipolep, qui utilise une énergie que vous connaissez déjà pour arriver à faire cette technique. Alors, ces techniques ont déjà été bien étudiées pour OLEP et GreenLape sur les courbes d'apprentissage. On sait qu'il faut à peu près entre 30 et 50 cas suivant votre habilité pour arriver à trouver un confort d'énucléation. Donc, l'efficacité du geste va être définie en grammes par minute. Et donc, on va parler un petit peu de ce qu'il y a après du bipolep. Alors,
pourquoi choisir le BIPOLEP? C'est des thèmes que l'on va aborder juste après. Tout d'abord parce que dès demain, si vous voulez, vous pouvez commencer à trouver les plans de clivage avec votre résécteur classique, sans forcément poursuivre le geste en totalité. Déjà, vous pouvez, suite à cette vidéo, commencer à ressentir un petit peu quel est le geste. Le matériel, souvent, il est déjà acquis. Souvent, vous avez, pour la plupart, je pense, déjà un résécteur bipolaire. Donc, il ne va pas y avoir un gros suréquipement à faire pour pouvoir commencer cette technique. Et vous manipulez déjà, donc ça va être relativement facile pour la gestuelle. Le matériel du BIPOLEP est polyvalent, on va en parler. Vous pouvez aussi bien réséquer, ce qui est toujours une source de sécurité, qu'énucléer, que faire de la vaporésection, que faire de la coagulation. Donc c'est un gros avantage pour cette technique. Enfin, on va en parler un petit peu de coût. Hein. C'est aussi un équipement qui revient moins cher pour l'établissement pour l'équipement. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail. Tout d'abord avec l'outil. BIPOLEP, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Tout d'abord parce que BIPO, ça vient de bipolaire. On va utiliser un générateur bipolaire que vous connaissez déjà, avec du sérum physiologique, qui va générer un courant plasma. Qu'est-ce que c'est qu'un courant plasma? C'est une chaleur qui est très focalisée, créée par le générateur bipolaire, qui va créer une ionisation, notamment du sodium, et donc ce courant électrique avec lequel vous allez, ce courant plasma avec lequel vous allez travailler. Le LEP vient de OLEP, donc de l'énucléation, puisque vous allez réaliser un geste, non pas de résection, mais d'énucléation, et à la fin, comme avec les autres techniques, un geste de morcellation. Alors, vous allez me dire, c'est finalement une vieille technique que ce matériel. Et en fait, ce qui change tout dans le BIPOLEP, c'est depuis 2017, la création de cette anse par Thomas Herman. Donc, vous voyez, le profil ressemble un petit peu à une sorte d'onglet. On va pouvoir, voilà. Donc cet onglet, vous allez pouvoir l'utiliser donc pour coaguler les tissus, pour sectionner, on va en parler juste après. Surtout cet onglet, en fait, il va vous permettre, diapositive, de recréer un petit peu cet ancien standard qui était dénomectomie, c'est-à-dire retrouver les plans de clivage de façon mécanique, de façon naturelle. Et c'est vraiment une sensation très nette lorsque vous manipulez ce matériel, de sentir les plans, de pouvoir les générer, de pouvoir les tester en introduisant votre électrode entre les plans. Alors vous suivez dans le sud-ouest des diapositives, on aime particulièrement les huîtres, on est un petit peu chauvin, et cette électrode, moi, me fait penser un petit peu à ce couteau à huître qui va vous permettre de déclencher le pied de votre huître pour pouvoir la déguster. Et on va voir un petit peu tout ça en action sur la diapositive suivante. Donc en action, vous voyez l'énucléation avec cette anse, hein, que vous arrivez à introduire avec un mouvement là qui est purement mécanique. Vous voyez, on ne fait pas assez peu de courant. On va pouvoir introduire donc entre l'adénome et le contrôle de la prostate, et puis sectionner donc les attaches qui existent entre l'adénome. Et vous voyez qu'en ayant le bon plan, ça peut aller relativement vite en fait, en glissant cette spatule entre les plans. Sur le film du milieu, vous voyez la coagulation, hein, lorsque vous avez effectivement un petit vaisseau qui saigne. L'avantage, c'est que vous n'avez qu'à appliquer en fait l'électrode qui est très large, avec un pouvoir de coagulation qui est très intéressant du fait que cette spatule est vraiment large au contact du vaisseau qui saigne. Donc c'est vraiment une coagulation qui est vraiment très efficace. Sur le troisième film, vous voyez de la vaporésection. Là, sur le film, c'est l'attaque en fait au niveau de juste en amont du verimontanum sur l'apex. Et vous voyez que donc c'est vraiment un courant qui est très efficace pour aller créer le plan au départ. L'autre avantage, c'est qu'on peut effectivement aussi changer d'anse. Hein, donc, on pouvait passer sur un loop classique pour faire de la résection. Vous pouvez utiliser un crochet pour inciser. Donc, c'est tout l'avantage de la technique. Les autres avantages, c'est que ça vous paraît peut-être anecdotique, mais c'est une technique qui est vraiment silencieuse, puisque avec la technique du OLEP, on est à peu près dans les études à environ 67 décibels. Ça commence à devenir significatif. Si vous passez une demi-journée, une journée entière à faire du OLEP, je pense que vous allez être rapidement fatigué sans forcément vous en rendre compte, vos équipes aussi. Je pense que c'est intéressant parce qu'en BIPOLEP, vous pouvez tout à fait, sur un bistouri classique, gérer le son, hein, donc vous ne serez absolument pas gêné avec le bruit. L'autre avantage, c'est l'encombrement. Hein, vous n'avez pas le volume que représente le générateur laser. Là, vous voyez sur la photo le générateur donc, sur le côté droit de la table opératoire, hein, puis sur le côté, donc c'est le morcellateur avec la pompe
Et cette pompe, en fait, va vous permettre de gérer l'aspiration, hein, de la réguler de façon efficace. Petit clin d'œil aussi sur le bidon que vous voyez sous le morcellateur, sur la diapositive du milieu. C'est un bidon de 12 litres. C'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir plus de capacité et de ne pas être obligé de changer en permanence de poche d'aspiration. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Dans les autres avantages, donc, on en a parlé, c'est la polyvalence, hein, puisque vous pouvez passer de lance d'énucléation au loop, puis à la pointe, donc en suivant votre niveau de progression ou à certains moments suivant les indications. Le coût, on va en parler un petit peu après. Les courants et l'effet sur les tissus a été étudié. On sait que la diffusion en profondeur du courant bipolaire est à peu près 3 mm. Ça, c'est sur les données sur le courant de section. Hein, vous savez, vous avez une double pédale sur le courant bipolaire, hein, pédale de gauche de section, à droite de coagulation. Donc, c'est l'effet sur la section d'environ 3 mm. C'est important à savoir parce que vous allez induire une diffusion d'énergie en profondeur, hein, notamment de l'autre côté de la prostate, vous avez les nerfs érecteurs, vous avez à proximité le sphincter strié, donc on va en reparler. Attention à ne pas avoir de diffusion d'énergie qui puisse entraîner des dommages collatéraux. Hein, donc cette énergie est intéressante parce qu'elle a une diffusion qui reste quand même assez limitée. Et je parle encore une fois de la section. Pour ma part, je travaille beaucoup en dissection mécanique et avec de la coagulation, et finalement très peu en section. Je m'en sers essentiellement sur l'apex pour initier le plan tout départ, et après sur le col de la vessie pour aller détacher sur cette zone qui est en général assez fibreuse. Alors les inconvénients, on va dire, par rapport au LEP, pour l'avoir manipulé aussi, diapositive. Vous avez donc l'électrode qui prend un petit peu de place au milieu. Il faut s'habituer un peu au départ. Très sincèrement, on s'y fait assez vite. Et l'autre chose, c'est la barre de retour du courant. Hein, vous voyez sur les électrodes qui sont de profil, vous avez une barre au-dessus qui sert donc de retour de courant pour la génération du courant bipolaire. Mais ça, très sincèrement, sur les dernières électrodes, ça a été déporté vers le haut et c'est vraiment très très rarement en fait dans votre champ visuel. Vous voyez que sur cette vue, vous n'avez pas en fait de barre sur le côté comme sur le OLEP qui vous permet de faire une dissection mécanique, hein, avec l'endoscope. On va en reparler. Ce qui est très intéressant avec le BIPOLEP, c'est que vous pouvez faire une dissection uniquement avec votre anse, ce qui sera beaucoup plus précis. Hein, on va essayer d'éviter d'avoir des lésions de traction. On va en reparler tout à l'heure. Alors l'équipement. L'équipement pour faire du BIPOLEP, vous avez donc un résecteur bipolaire, hein, qui peut être, c'est vrai que nous urologues en général, on se sert beaucoup du résecteur actif. Et en fait, le BIPOLEP est plutôt prôné avec une poignée passive. Alors ça peut être un petit peu surprenant. On peut avoir une certaine résistance en fait à utiliser ce matériel. Mais très sincèrement, moi j'ai fait ce changement en passage en poignée passive très facilement, et j'ai même été surpris de trouver que c'était beaucoup plus adapté finalement à ce geste du BIPOLEP. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va laisser naturellement la spatule rentrer dans le tissu, hein, pour trouver le plan et décoller facilement l'adénome de la prostate. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être essayé, cette poignée passive. Donc on a une anse bien sûr, un morcellateur, ça c'est toujours le matériel commun pour toutes les techniques d'énucléation. Et finalement, ce qui va beaucoup changer entre l'équipement pour une technique OLEP et pour le BIPOLEP, ça va être la source d'énergie. Hein, la source d'énergie pour un OLEP, c'est quand même quelque chose de relativement cher qui peut monter assez facilement à 100 ou 150 000 euros pour des bonnes sources laser, alors que vous voyez pour un générateur qu'on est sur le prix, ils sont quand même beaucoup plus faibles, hein, on va dire 10 000 à 20 000 euros à peu près. Donc on va en parler après pour l'intérêt de l'équipement, le coût de l'équipement. On est quand même largement moins cher. Il y a eu aussi beaucoup de progrès réalisés, beaucoup de développement sur, diapositive précédente, pardon, sur le type de générateur. En effet, diapositive précédente, Olivier, sur le générateur, puisque des courants électriques ont été travaillés, modulés, pour ces techniques. Hein, vous avez des générateurs maintenant qui sont même dédiés, mais qui peuvent aussi faire de la cystoscopie ou d'autres techniques. L'avantage, c'est que vous allez créer un courant plasma, hein, ce qu'on appelle les plasma bubbles, c'est-à-dire que votre courant va dissiser en fait les tissus naturellement. Et pour avoir essayé récemment ce nouveau générateur électrique,
Je trouve que c'est vraiment très intéressant, ça apporte vraiment un gros plus. Alors, on va passer sur la diapositive suivante. Voilà, ça c'est un petit peu le nerf de la guerre quand on veut s'équiper pour changer de technique, c'est aller voir son directeur, qu'on soit en établissement public ou privé, pour aller motiver à faire l'achat du matériel. Hein, donc la première chose, c'est qu'est-ce que ces techniques vont, comment elles vont être tarifées. Pour le chirurgien, vous savez, l'énucléation avec le bipolaire n'est pas le même code que le HOLEP. Hein, le HOLEP, donc le code c'est JGFE 365, vous voyez le tarif. Pour le bipolep, le tarif est légèrement inférieur, hein, probablement justifié par le matériel qui n'est pas le même. Pour l'établissement, donc la cotation est identique, hein, c'est donc la prostatectomie transurétrale. Vous voyez sur les tableaux suivant le niveau de sévérité de vos patients, hein, c'est-à-dire selon les comorbidités, suivant la durée de séjour aussi. Vous voyez aussi au passage la différence de rémunération pour les établissements entre privés et publics. Et donc c'est important parce que si votre établissement doit faire un investissement pour cette technique, il faut voir en combien de temps elle peut amortir, hein, en sachant qu'il faut aussi rémunérer la penseuse et tout le matériel annexe pour cette intervention. Hein, donc ce sera une étude à faire dans votre établissement en fonction de tout ça. Alors maintenant, on va aller plus sur la technique elle-même. Donc, on a eu un excellent webinaire donc, il y a 48 heures sur les techniques d'énucléation qui s'adressait donc à ceux qui font déjà du HOLEP. Là, on va en parler un petit peu plus spécifiquement pour le BIPOLEP. Je vais faire une présentation technique plutôt pour les personnes qui n'ont pas encore fait d'énucléation. C'est-à-dire qu'on va partir sur une technique en 3 lobes s'il y a un lobe médian ou en bilobe s'il n'y a pas de lobe médian. Hein, une technique qui permet d'être un petit peu sécure hein, sur ses débuts. L'idée, ça sera évidemment de partir après, au bout d'un certain moment, quand on a fait sa learning curve et quand on est à l'aise, de partir sur du monobloc. Pourquoi? Parce qu'on va gagner en fait beaucoup de temps, ça a été prouvé, et beaucoup de confort pour réaliser le monobloc. Alors on y va, on va commencer la technique. Donc le premier temps qui va être le temps de cystoscopie. Et je remercie au passage donc Karl Storz qui m'a prêté certaines vidéos qui vont faire partie du montage associé à des vidéos personnelles. Également Thomas Herman qui a participé à ces vidéos. Donc le premier temps de cystoscopie qui va donc vous permettre de voir un peu votre adénome. Et au départ, c'est toujours important bien visualiser les méas. Voilà donc le méa gauche. Le méa droit, donc à proximité. Donc on va passer à la diapositive suivante sur le temps numéro 2. Hein, donc je présente une technique qui va être en 7 étapes. On va passer sur l'étape numéro 2. Olivier, si vous pouvez envoyer le film numéro 2. Donc la deuxième étape, ça va être l'étape du marquage, qui pour moi est fondamentale au départ. C'est ça qui va définir la limite inférieure. Donc vous voyez le V inversé au niveau du verrou. On peut revenir en arrière, juste Olivier, s'il vous plaît? Voilà, sur le bas à gauche de la diapositive, vous voyez le V inversé au niveau du veru montanum, hein, avec les 2 flèches bleues, donc qui vont vous permettre de faire ce marquage. Et après, on va remonter verticalement en essayant de ne pas glisser pour définir au niveau des lobes la distance à respecter par rapport au sphincter. Ce marquage est très important parce que si vous vous perdez au départ, il va vous permettre de reprendre vos repères et de partir après dans le bon plan sans risquer de léser le sphincter. Alors, on peut passer au film. Voilà, donc vous voyez l'électrode du bipolep. On va se glisser donc entre les lobes, juste au-dessus du veru montanum, et on va aller créer donc ce V inversé. En coagulation, donc en pédale de droite. Une fois que c'est fait, on décale vers le haut, tranquillement, sans glisser en avant ni en arrière. Voilà, ce qui permet de faire ce marquage. Donc ça, c'est fait en quelques secondes à peine. Hein. Diapositive suivante. Ensuite, donc, vous allez commencer à amorcer l'énucléation. Donc, on va essayer de trouver le plan d'énucléation juste au niveau du veru montanum. On va amorcer donc en glissant dessous, puis on va réaliser un geste en glissant l'électrode à droite, à gauche pour décoller l'adénome. On peut envoyer la vidéo.
Donc là, c'est la vue extérieure. Donc on glisse l'électrode juste sur la coagulation qu'on vient de faire, et par un mouvement latéral que vous venez de voir, on a créé très naturellement en fait le premier temps d'énucléation. Voilà la vue endoscopique. Donc on glisse l'électrode au niveau du plan, et simplement en déplaçant un coup à droite, un coup à gauche, un peu comme une manœuvre en essuie-glace, on va créer, vous voyez, tout le décollement en fait au niveau du bas de l'apex. Alors, on va en reparler tout à l'heure parce que cette vidéo est peut-être un petit peu brute, on va dire, dans la gestuelle. Hein, c'est-à-dire que le sphincter est juste en dessous, et c'est peut-être un moment où on peut léser le sphincter. On va en reparler un petit peu en détail tout à l'heure pour essayer de faire ça peut-être un petit peu plus finement avec cette électrode du bipolep. Diapositive suivante. Donc le temps numéro suivant, ça sera le numéro 4. Donc, s'il y a un lobe médian, on va commencer par ça. Hein, donc on va faire un V cette fois-ci dans le bon sens, de part et d'autre dans le sillon entre le lobe médian et puis les lobes latéraux. On peut envoyer la vidéo. Donc je commence en coagulation pour coaguler la muqueuse, qui souvent est couverte de vaisseaux et saigne assez facilement. Donc on descend verticalement, on va aller rejoindre le V inversé qu'on a créé tout à l'heure. Et une fois que c'est fait, on va les sectionner pour aller trouver la capsule. Donc on va faire ça de part et d'autre du lobe médian, hein, à droite et à gauche. Vous voyez le confort qu'on a avec cette électrode, c'est qu'on glisse vraiment dans le plan que l'on crée assez facilement avec le courant électrique. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a fait à droite et à gauche, on va simplement décrocher de manière rétrograde avec l'anse qu'on va utiliser comme une spatule, hein, ce lobe médian vers l'arrière. Donc on arrive là sur la zone du col, qui en général est assez fibreuse, où là on va pouvoir employer le courant électrique de section, hein, pour aller inciser et décrocher complètement ce lobe médian. Voilà, c'est le lobe médian qui est décroché. Voilà, on voit l'espace qui est créé par le décrochage. Le temps suivant. Vous êtes droitier, gaucher, vous commencez par un côté, celui qui vous plaît. Moi, je commence en général par le côté gauche. Donc, on va reprendre en bas l'amorce de dénucléation que l'on a fait au niveau de l'apex, et on va les glisser latéralement pour progresser jusqu'au niveau du col de la vessie. On peut envoyer la vidéo. Donc, toujours le même esprit, hein, ça va être d'essayer, voilà, en rotation de la main à 90 degrés, on va essayer donc de se servir de cette électrode pour pousser, hein, c'est-à-dire dans le plan, pour décoller l'adénome du reste de la prostate. Vous voyez, l'avantage, c'est que vraiment, avec cette forme, ça permet vraiment d'aller glisser dans le plan d'énucléation pour décrocher l'adénome assez facilement et puis faire la coagulation au fur et à mesure quand il y a nécessité. Diapositive suivante. Une fois que vous avez donc décroché latéralement, que vous avez progressé jusqu'à ouvrir au niveau de la vessie, il va vous rester finalement la partie antérieure. Hein, donc on peut envoyer le film. Temps aussi très important parce que là vous allez rapprocher beaucoup du sphincter. Hein, vous voyez, là ça pend juste par cette petite bande muqueuse. Donc attention aux tractions, aux lésions de traction. Moi je suis en général très prudent à ce moment-là, je vais essayer d'utiliser peu d'énergie, on va en reparler tout à l'heure. Hein, très peu de section, très peu d'énergie. Essayez pas trop tirer. D'une part pour pas léser le sphincter, pas le tirer en même temps, et peu d'énergie, pareil, pour pas que ça diffuse au niveau du sphincter. Hein, donc je prends en général beaucoup de temps pour faire ce temps-là. D'abord en coagulation, puis petite touche de section. Voilà, on a coupé ces bandes muqueuses. Et il va nous rester donc une bande antérieure, hein, fibreuse, que l'on va sectionner progressivement avec le courant bipolep. Donc là, cette vidéo, hein, j'ai fait un monobloc. Hein, donc c'est pour ça que c'est déjà décollé du côté droit. Mais la technique est exactement la même si on avait fait un bi ou un trilobe. Voilà, donc on voit très bien cette partie antérieure qui est souvent très fibreuse. Hein, donc là, on va tranquillement sectionner tout ça avec l'énergie de section. Alors, vous voyez, j'y vais vraiment avec parcimonie, hein, sur l'énergie. Je ne suis pas du tout avec le pied en permanence appuyé sur la pédale. J'essaie toujours d'utiliser le minimum d'énergie. Donc vous avez énuclé le lobe médian, le lobe gauche. Il nous reste donc le lobe droit. Donc on va reprendre la même technique. On repart au niveau de l'apex. On va passer donc en dessous du lobe.
et décrocher latéralement. Pour envoyer la vidéo, Olivier. Voilà, hein, donc toujours cet effet de spatule là, qui va glisser dans le plan. Hein, c'est vraiment très agréable quand tu es dans le plan de simplement pousser le lobe pour le décrocher. Et lorsqu'on s'approche un petit peu du col, à ce moment-là, comme c'est plus fibreux, on va se servir davantage d'énergie. Là, on voit en train de sectionner donc, les attaches au niveau du col. On voit bien cette partie qui est plus fibreuse. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut faire à ce moment-là de la vaporisation hein, pour décrocher tout ça. Hein. Le dernier temps, c'est le temps qui est commun à toutes les techniques. Que vous fassiez du OLEP, du GreenLEP ou du BipoLEP. Ça va être le temps de morcellation. C'est exactement le même matériel, c'est-à-dire un néphroscope avec le morcellateur. Donc, on va voir tout ça. Voilà, on a changé d'appareil. Hein, donc, on est passé avec le néphroscope. On introduit le morcellateur. Donc là, c'est un temps qui est vraiment exactement pareil aux autres techniques d'énucléation. Donc là, on a vu les différents temps opératoires sur une technique trilobe. Hein. Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est plutôt ça qu'on pourrait préconiser sur un début d'expérience, si vous voulez essayer de vous mettre au BipoLEP. Et pour ceux qui ont déjà l'expérience du OLEP, bien sûr, je vous encourage à faire du monobloc. Je pense que vraiment, on est plus efficace, plus efficient pour cette technique. Alors maintenant, on va parler un petit peu du périopératoire, ce qui me paraît aussi très important. Alors, je vous présente un petit peu ma planification post-opératoire, hein, donc mon début d'expérience avec cette technique. Moi, j'opère le jeudi après-midi pour cette technique. Je garde les patients hospitalisés jusqu'au lendemain matin où je les desonde. Et les patients sortent en général soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Donc, je ne fais pas un vrai ambulatoire puisque je n'ai pas la possibilité d'opérer le matin, mais on va dire que j'ai fait un ambulatoire un petit peu anglo-saxonne avec un séjour de moins de 24 heures. Alors, une fois que le patient est sorti, je les reconvoque à un mois hein, pour communiquer les résultats d'ANAPAT, refaire le suivi donc IPSS, la débimétrie, également à 3 mois, puis après 1 an. Alors, pourquoi j'ai choisi ces dates de 1 mois et 3 mois, on va en parler après. C'est parce qu'au départ, vous pouvez avoir l'apparition d'une incontinence urinaire. Hein, donc, on va en parler juste après. Donc, c'est des moments un petit peu stratégiques sur lesquels vous allez revoir vos patients, savoir si tout se passe bien. Alors, on va parler un petit peu des gags. Ces gags ne sont pas propres au BipoLEP. Hein. Je pense que c'est des gags qui sont communs à toutes les techniques d'énucléation. Vous pouvez avoir effectivement des perforations de capsules, des décollements sous-trigonaux si jamais vous vous trompez de plan ou que les plans sont vraiment très adhérents, des pertes de plan. Et pour ça, je pense que pour les personnes qui souhaitent débuter, il faut éviter certaines indications, à mon avis, au départ. Hein, les indications à éviter, à mon sens, ce sont les prostatites récentes, parce que vous allez avoir des tissus qui vont être extrêmement collés. Les réducs, c'est-à-dire donc les patients qui ont déjà par le passé été réséqués, les cancers, hein, bien évidemment, et les prostates de petit volume, hein, on va dire inférieurs à 30 grammes, 40 grammes, pour lesquels je pense que ça peut être une excellente indication d'électro-incision du col, ce qui a bien été dit, reprécisé lors du dernier webinaire il y a 48 heures. Et on va passer donc sur le film. Là, je vais vous montrer quelques images un petit peu du musée des horreurs, hein, ce qu'on peut avoir parfois lorsque tous les tissus collent sur, par exemple, une prostatite. Hein, vous voyez, là, on est au milieu des fibres musculaires. Hein, il faut quand même avancer pour arriver à énucléer. Hein, donc au départ, ça peut être un peu impressionnant. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas commencer par ces cas de prostatite si vous voulez arriver à faire votre geste. Hein, donc, vous voyez, et tout, avec cette technique de BipoLEP, on arrive à progresser, on arrive à tirer les tissus avec la spatule, c'est ça qui est intéressant, c'est en dissection mécanique, et à progresser quand c'est nécessaire. Hein, parfois, on peut avoir carrément comme ça l'apparition de graisse, hein, c'est-à-dire qu'on a passé le plan de la capsule, et il va bien falloir progresser pour finir votre geste d'énucléation. Hein, donc, d'où l'avantage aussi de travailler en sérum et pas en glycopol. Diapositive suivante. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est la question qui a beaucoup aussi centré les échanges lors du dernier webinaire sur le OLEP, c'est cette fameuse question de l'incontinence urinaire.
On pourrait la différencier en incontinence urinaire d'effort, probablement par lésion du sphincter, et l'irritative, soit peut-être par l'accumulation d'énergie, soit parce qu'on démasque une hyperactivité qui était préexistante. Donc, diapositive. Pour ce qui est de l'incontinence à l'effort, lors du geste d'énucléation, quelle que soit la technique, vous pouvez, on en a parlé tout à l'heure, induire des tractions mécaniques qui peuvent atteindre le sphincter, des lésions thermiques si jamais vous utilisez peut-être trop d'énergie et trop proche des éléments nobles, notamment le sphincter strié. Si vous êtes un petit peu pas tout à fait dans le bon plan sur la zone intérieure, parce qu'on sait que cette zone intérieure fibreuse, elle va participer aussi à la continence du fait de son lien avec le sphincter strié. Et aussi, il faut se méfier parce que parfois, vous pouvez aussi avoir une réelle insuffisance sphinctérienne préopératoire, notamment chez les patients qui ont un très gros adénome de prostate. Donc attention à votre geste et au post-opératoire dans ces cas-là, je pense qu'il faut bien les prévenir du risque transitoire d'incontinence urinaire. La partie irritative, quant à elle, on en a parlé, peut être liée à l'énergie qui est absorbée, peut être liée à une incontinence, en tout cas une hyperactivité préopératoire. Là, j'aimerais apporter une expérience, c'est sur l'intérêt du BIPOLEP, sur cette partie de syndrome irritatif post-opératoire qu'on peut voir avec le OLEP. Moi, dans mon expérience, je vois une réelle différence avec le BIPOLEP, puisque je n'ai pas constaté ces syndromes irritatifs post-opératoires. Il est vrai qu'avec les techniques du BIPOLEP, on va beaucoup de dissections mécaniques, beaucoup de coagulation. Je sers très peu finalement de la section. Et je trouve que vraiment en post-opératoire, je n'ai pas du tout les phénomènes d'irritation que peuvent avoir mes collègues qui, eux, réalisent du OLEP. Pour moi, il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'incontinence à l'effort, je pense qu'on partage exactement les mêmes contraintes physiques qu'avec les autres techniques d'énucléation, quelle que soit l'énergie. Diapositive suivante. Lors du dernier webinar, ça a été un échange qui a été très important entre Grégoire Robert, Richard Mallet et puis Hervé Baumer. Notamment, on a parlé de cette publication qui a été réalisée donc, par ce groupe français sur les suites du OLEP, où ils se sont rendus compte que à 3 mois post-opératoire, on avait quand même 14,5% de patients qui présentaient une incontinence urinaire, qui allait progressivement se corriger, puisqu'à 6 mois, on était à peu près à 4,2%. Et c'est important de savoir les facteurs de risque qui étaient reliés, puisque l'âge, bien sûr, ça va impacter l'efficacité au sphincter strié. Le volume, bien sûr, de l'hypertrophie de prostate, on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui a une volumineuse prostate, bien sûr qu'il a probablement un sphincter qui s'est un petit peu atrophié. L'expérience de l'opérateur est bien sûr un facteur déterminant. Ça va être la gestion des temps un petit peu clés dont on parlera juste après, qui permettent de préserver les aimants nobles. L'indice de masse corporelle, bien entendu, donc ça va augmenter la pression sur votre vessie, le risque d'incontinence, notamment à l'effort. Et ce qui est ressorti également, le sondage préopératoire. À distance, à 6 mois, on retrouve donc un certain nombre de ces facteurs-là, également le diabète. Donc, je pense que la publication n'avait pas différencié donc, les incontinences par insuffisance sphinctérienne ou par impériosité. Comme je vous le dis, ça serait important qu'on puisse avoir un petit peu les résultats à long terme de BIPOLEP, parce qu'à mon sens, on a vraiment un gain par rapport à ces incontinences par impériosité, peut-être à mon sens lié à moins d'énergie qui pourrait être délivrée. Alors pour préserver et éviter d'avoir ces problèmes dont on vient de parler, on a vu donc, sur le webinar, notamment avec une très bonne vidéo de Grégoire Robert, une idée de préservation première de l'apex, pour essayer de préserver le sphincter dès le départ et puis éviter de tracter dessus lors du reste de la gestuelle. Et peut-être essayer d'employer moins d'énergie. On a vu qu'en OLEP, les opérateurs essaient de moduler leur intensité d'énergie pour essayer d'être un peu moins puissant sur les moments stratégiques qui peuvent affecter la continence. Diapositive suivante. Alors,
Moi, je tenais à partager avec vous l'expérience que j'ai connue, que je connais là avec le BIPOLEP, sur justement ces incontinences urinaires, alors essentiellement à l'effort. Moi, très sincèrement, ces incontinences à l'effort que j'ai rencontrées surtout au début, et maintenant, avec l'expérience, ça devient vraiment très très rare. Les patients que je rencontre qui ont ces incontinences à l'effort, je retrouve exactement dans mon expérience les mêmes facteurs, hein, c'est-à-dire les patients qui sont en surpoids, euh, les prostates volumineuses. Hein, donc j'avertis toujours à la consultation préopératoire de ce risque possible d'incontinence et qui va être provisoire. Très sincèrement, ce sont des incontinences qui vont récupérer. Hein, j'ai pas un seul patient qui soit resté incontinent en post-opératoire. Parfois, ça a mis du temps. Hein, j'ai vu pas plus tard que ce matin un patient que j'ai opéré il y a 9 mois qui était un patient obèse qui avait au départ 3 protections. Et en faisant de la kiné, on a réussi à corriger parfaitement les choses. Hein, donc on y arrive, hein, on y arrive progressivement. Mais attention vraiment à tous les facteurs de risque qui ont été cités sur la diapositive précédente, hein, surtout en début d'expérience. Vraiment essayer de sélectionner vos patients pour avoir un bon résultat, aussi bien une bonne expérience pour vous que pour vos patients. Alors les conseils que je peux vous donner. Diapositive en bas à gauche, vous voyez la gestuelle, c'est le moment donné où on va gérer l'apex. Attention à ne pas trop forcer. Hein, si vous forcez, c'est-à-dire si vous utilisez votre poignet, c'est-à-dire la gaine du récepteur pour créer les plans, que ce soit au niveau de l'apex pour créer donc la libération de l'apex dans le premier temps, vous risquez d'induire vraiment une traction importante. Regardez bien la gestuelle en bas à gauche. Hein, on introduit la lance et tout d'un coup on déplace. Hop, on voit que le geste va vraiment très loin. Il est même poussé en fin de geste. À mon avis, attention, ça c'est des gestes dangereux sur lesquels vous risquez d'induire une lésion du sphincter. Moi, je préconise plutôt d'utiliser donc cette anse du BIPOLEP en l'introduisant, en essayant de glisser. On a un geste qui est vraiment beaucoup moins traumatique, qui va être beaucoup plus focalisé, et sans essayer de déplacer le récepteur pour pas léser le sphincter. Je pense qu'il faut être vraiment très doux, vraiment très doux quand on est proche du sphincter. En bas à droite, deuxième temps un petit peu clé, on n'est plus sur la partie postérieure hein, quand on va décrocher l'adénome, mais sur la partie antérieure au niveau des bandes muqueuses. Vous voyez dans cette vidéo qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être utilisée, notamment aussi en section. À mon avis, c'est peut-être un petit peu dangereux d'utiliser ce courant de manière trop appuyée à ce moment-là. Hein, moi, j'utilise en général quelques petites touches de coagulation pour coaguler les tissus, et après des petites touches de section. Hein, mais en tout cas, je ne réalise pas de vaporisation intense à ce niveau-là, même en étant en distance de sphincter, parce que je pense que, vous voyez un petit peu la vidéo en ce moment-là, alors je pense que c'est peut-être un petit peu fort au niveau du geste. À mon sens, on peut vraiment induire des lésions du sphincter à ce moment-là. Hein, donc, le comparatif, c'est la vidéo qui est en haut à droite, hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la libération très douce hein, au niveau de la bande muqueuse, au niveau de la zone fibreuse antérieure. Je pense que c'est intéressant de prendre le temps à ce moment-là, d'utiliser peu d'énergie, essayer d'avoir une section mécanique douce et très focalisée. Comme je vous le disais, si ça vous arrive au tout départ de votre expérience, pas de panique, hein, c'est important d'avoir prévenu vos patients au départ. C'est kinésithérapie, hein, à mon avis 2 séances par semaine pour permettre d'avoir un bon entraînement. Et vraiment, c'est des incontinences à l'effort qui, vraiment pour la plupart vont récupérer. Vous voyez, on revoit cette vidéo donc en haut à droite là, de gestion de la bande muqueuse. Hein, donc petite touche de coagulation, on va inciser et on essaie très doucement donc de cliver la muqueuse et puis après la zone fibreuse pour libérer l'adénome. Hein, petite touche vraiment petit à petit. Donc bien sûr que la gestion des saignements, de la vision est très importante à ces moments-là. Donc pour ma part, moi je la réalise encore sur la fin du geste, comme je vous ai montré. Je fais une énucléation en monobloc et je réalise donc ce temps plutôt sur la fin du geste. Hein, mais pourquoi pas effectivement essayer de le faire dès le départ, comme le proposait Grégoire Robert, pour essayer de préserver le sphincter à ces temps un petit peu clés. Très bien, on peut passer sur la diapositive suivante. Alors, les publications, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de travaux sur le BIPOLEP. Hein. C'est une technique qui est encore assez jeune, il faut dire. Hein, on a quand même quelques publications, notamment une là, qui a à peu près 5 ans de recul sur ces résultats.
On sait qu'en termes de résultats sur l'énucléation, on va être à peu près équivalent au laser. Hein, on fait mieux que, bien sûr, la résection classique et que la dénomectomie par voie haute. Pour l'instant, pour ce qui est de la sexualité, de l'érection et d'éjaculation, on n'a pas encore suffisamment de recul. Hein. Les séries sont pour l'instant des séries qui sont monocentriques, et très souvent des séries pour un seul opérateur. Donc c'est un peu prématuré de pouvoir vraiment savoir ce qui va se passer. Vous avez vu, suivant le type de chirurgien aussi, on peut avoir un geste de bipolep qui est différent. Hein, pour ma part, moi j'utilise quasiment pas de section, à part sur les 2 temps que je vous ai indiqués. Le reste du temps, je fais la dissection mécanique et de la coagulation, hein, dans le but d'essayer justement de préserver le sphincter, de préserver aussi peut-être les nerfs érecteurs qui sont pas si loin que ça. Donc ça serait intéressant de voir à distance un peu la différence d'approche et les résultats. Pour l'éjaculation, moi je n'ai aucune expérience de préservation du sphincter lisse ou de faire un geste partiel, comme on a pu en parler lors du dernier webinar. Là, je n'ai pas du tout d'expérience ou de compétences à ce niveau-là. Je vous invite par contre à réécouter les échanges qu'il y a eu sur le dernier webinar, c'était vraiment très intéressant. Pour la courbe d'apprentissage qui a été publiée, on est à peu près sur une 50aine de cas. Moi, sincèrement, si je pense qu'on a tous l'habitude de faire de la résection, si on a bien compris cette stratégie des plans, à mon sens, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Je pense qu'à mon avis, en une trentaine de cas, probablement, on peut déjà être assez autonome sur cette technique. Hein. Pour ce qui est de la gestion des anticoagulants antithrombotiques, les publications rapportent un geste qui est aussi sécure que le laser en post-opératoire. En coût d'équipement, on en a parlé tout à l'heure, on est sur un coût d'équipement qui est moindre, hein, parce que c'est un générateur électrique versus un générateur laser. La profondeur de diffusion de tissu, hein, qui va nous intéresser si on pense justement aux nerfs érecteurs qui sont de l'autre côté de la paroi de la prostate. Donc, a priori, on n'a pas une grande différence de diffusion d'énergie. Hein, on est sur à peu près 3 mm de profondeur. Ça a été étudié sur de la nappate d'énucléation, hein, en voyant un petit peu la diffusion de profondeur sur la pièce d'anémectomie. Pour signaler également des études qui sont actuellement déclarées là, sur clinicaltrials.gouv sur le bipolep versus laser, hein, ou versus la résection classique. Hein, il n'y a pas encore beaucoup de travaux enregistrés sur cette technique du bipolep. Pourtant, je pense qu'elle présente vraiment un intérêt, hein, d'une part d'accessibilité, on l'a dit, mais peut-être qu'au niveau énergie, hein, moi je suis impatient de voir des publications un peu plus larges sur le bipolep, parce que je pense que vraiment on a un effet de diminution des impériosités, hein, des syndromes irritatifs, mais on partage à mon avis tout à fait les mêmes contraintes que les autres énergies pour ce qui est de l'incontinence urinaire à l'effort. Diapositive suivante. Donc le temps le plus important, hein, si vous commencez votre expérience en énucléation ou si vous avez déjà fait et que vous souhaitez essayer le bipolep, bien sûr c'est la formation. Hein, on l'a vu tout à l'heure, la courbe d'apprentissage entre 30 et 50 cas, ça veut dire que c'est un geste qui est quand même malgré tout technique, qui est complexe. Il y a quand même une grande variabilité d'un individu à l'autre, que ce soit sur le volume de l'adénome, que ce soit sur la qualité du tissu. Hein, on sait que l'adénomyofibrome, ça veut bien dire qu'il y a 3 composantes à cet adénome. Parfois, on a des adénomes qui sont extrêmement fibreux et donc du coup qui vont être difficiles à énucléer. Hein. On peut avoir, on a vu tout à l'heure, des prostatites avec des accolements qui sont difficiles parfois à gérer avec la capsule. Donc c'est important d'avoir une formation, de ne pas forcément se lancer tout seul. Hein, Karl Storz notamment propose des stages de formation. Hein. Vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez venir à Bordeaux. On organise des demi-journées de formation. Et à mon sens, c'est important aussi d'avoir un proctoring à des temps clés de votre courbe d'apprentissage. Hein, à mon sens, c'est bien d'être là au départ pour commencer les tout premiers cas. Et peut-être aussi d'être là sur la moitié de votre courbe d'apprentissage, autour du 20e cas. Ça me paraît être aussi intéressant parce que c'est peut-être là qu'on a une phase un petit peu de plateau. On a besoin d'être un petit peu aidé, guidé pour arriver à gérer certains points clés et être efficace pour son geste. L'autosurveillance, ça me paraît vraiment très importante, hein, sur votre apprentissage, de la technique. Et à mon sens, c'est aussi très important, si vous pouvez, d'essayer de filmer vos interventions. Hein, très souvent maintenant, les modules de caméra ont des ports USB. Donc essayez de filmer vos procédures.
Ça vous permettra de revoir en post-opératoire, lorsque vous voyez vos patients, s'il y a un patient qui présente justement une incontinence urinaire ou un autre problème, ça vous permet de retourner, de voir votre geste, de le critiquer, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, de le montrer à votre proctor, de partager votre expérience. Je pense que c'est très très important de pouvoir partager, et je pense que c'est tout l'intérêt de cette technique, de pouvoir nous rapprocher les uns les autres et partager nos expériences, quelle que soit l'énergie qui est employée. Dernière positive pour vous remercier pour votre audience, remercier donc les organisateurs, notamment Karl Storz, toute l'équipe de Vectorem pour la réalisation de ce webinaire. Alors, j'ai fini pour ma présentation. Si vous voulez, on peut passer aux échanges par vos SMS, hein, si vous souhaitez poser vos questions. Alors, j'ai une première question qui me dit, si l'on suit la ligne de marquage supramontanale en latéral, il reste forcément un petit peu d'édénome au niveau de l'apex, non? Alors, à mon sens, pas forcément. Si vous trouvez le point de clivage au niveau de l'apex, hein, au-dessus du verumontanum, vous allez glisser votre anse en fait au niveau de l'adénome et glisser autour, hein, progressivement dans un mouvement qui arrondit. Moi, j'utilise 2 gestuelles quand je fais le bipolep. C'est, vous l'avez vu tout à l'heure, la gestuelle d'avance-recul de l'anse. Et c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'avoir une poignée qui est passive, parce que vous laissez en fait le geste se faire, en fait vous l'accompagnez. Donc c'est vraiment très reposant et très intuitif comme geste, avec cette poignée passive. Et l'autre mouvement que je fais, quand finalement il n'est pas si connu que ça, on ne l'a pas trop employé en résection, c'est un mouvement de déplacement latéral de l'anse où on va glisser, mais exactement que lorsque vous faites une adénectomie avec vos doigts. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait l'apex ou la décroché, votre doigt vous le déplacez latéralement pour décrocher l'adénome. Là, en fait, moi, je fais exactement pareil avec mon anse de bipolep. Donc, c'est un mouvement qui, finalement, est assez naturel. Lorsque j'ai commencé le bipolep, moi, je me suis vraiment senti dans les mêmes conditions que lorsque je faisais la dénomectomie. C'était rassurant pour ça, c'est-à-dire que je sentais vraiment où était le plan et je savais vraiment la sensation de glisser à l'intérieur naturellement. Et finalement, c'est un plan où on ne va pas tellement avoir de saignement que ça, et lorsqu'il y en a, on pourrait coaguler au fur et à mesure, pas à pas, avec donc cette anse qui est assez large de bipolep. Donc c'est assez rassurant pour ça. Pour avoir fait un petit peu de OLEP aussi, j'ai trouvé ça en début d'expérience beaucoup plus facile que prendre un petit peu de recul avec le laser, mettre le courant pour essayer de coaguler progressivement. Hein, alors après, j'ai peut-être pas suffisamment d'expérience en OLEP, mais moi ça m'a paru un peu plus difficile au départ. Alors que sur le bipolep, en fait, on applique l'électrode, on appuie sur la pédale droite de coagulation, hein, et puis on va coaguler très facilement en fait, le tissu. Hein, donc, à mon sens, on va vraiment glisser comme la dénomectomie, et je ne pense pas qu'on laisse l'adénome en fait, sur le côté latéral. C'est pas ma sensation. Là où peut-être on va en laisser, c'est lorsque on va faire la bande muqueuse antérieure, et qu'après, effectivement, vous allez disséquer progressivement pour atteindre la partie fibreuse. Donc, à ce moment-là, suivant votre trajet, vous pouvez laisser un petit peu d'adénome à ce niveau-là. Vous allez laisser aussi le flap muqueux dont on a parlé lors du dernier webinaire aussi. Hein, mais à mon sens, ce n'est pas latéralement qu'on va laisser de l'adénome. Ensuite, question suivante. Avez-vous un film qui montre bien l'incision et l'entrée dans le plan au niveau de l'apex? Oui, je pense que c'est celui qu'on a montré tout à l'heure. Hein. On faisait effectivement la coagulation en V inversé au niveau de l'apex. Hein. On va à ce moment-là faire un petit peu de vaporisation pour créer le plan donc, dessous, pour trouver jusqu'à la capsule. Hein. Et c'est ce fameux geste, en fait, en essuie-glace, on va aller un coup à droite, un coup à gauche. On a vu la vidéo à l'intérieur, on a vu la vidéo à l'extérieur avec les mains de Thomas Herman qui réalisait le geste. Et c'est même là que je vous ai dit, attention, ne pas aller peut-être trop loin, ne pas forcer, parce que c'est peut-être là que vous allez créer des lésions d'étirement au niveau du sphincter. Hein, donc c'était cette fameuse vidéo. Voilà, Olivier est en train de peut-être vous la retrouver. Exactement, voilà. Hein, ça, c'est la vidéo du lobe latéral. C'est pas tout à fait celle-là, Olivier, c'est peut-être la vidéo d'avant, qui doit s'appeler Apex postérieur, je pense, TH, si vous voulez vous connecter à ça. Exactement. Donc on voit à l'introduction de l'anse, et hop, le déplacement latéral, avec ce geste, on force un petit peu à la fin, et on a libéré complètement l'adénome, et vous voyez latéralement, il ne reste pas d'adénome, hein, c'est énucléé. Vous avez vraiment fait comme votre doigt, en fait, lors de l'adénomectomie. La vue interne, même chose, hein, donc on a créé la vaporisation, le sillon, et hop, déplacement latéral, on se recule un petit peu, et voilà, tout le travail est fait pour l'apex.
Hein. Moi, je pense qu'il faut aller peut-être un petit peu plus doucement que ça, mais en tout cas, vous voyez, c'est un geste qui est très très efficace pour l'énucléation. On a vraiment séparé l'adénome du reste. Donc voilà un petit peu le film qui était demandé. Alors, je vais libérer un petit peu les questions au fur et à mesure. Alors, on me demande est-ce que la courbe d'apprentissage est la même que pour le OLEP? Alors, moi, je vais me référer aux publications. Hein, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les courbes pour le BIPOLEP, hein, les courbes pour OLEP et GreenLEP. Donc, on est sur à peu près, on va dire, entre 30 et 50 cas avant de pouvoir commencer à être à l'aise sur ces techniques. Hein, donc, d'où l'intérêt sur les premiers de peut-être travailler dans votre établissement à 2 chirurgiens hein, pour partager un petit peu l'expérience, soit entre quelqu'un qui a déjà l'habitude et un qui débute, ou alors peut-être, pourquoi pas, débuter ensemble pour s'aider et se conseiller. Hein, et l'importance aussi d'avoir un proctor qui peut extérieurement vous apporter un partage d'expérience. Hein, donc, à mon avis, moi, ma sensation pour avoir passé ce cap-là de learning curve, à mon sens, c'est peut-être plus facile avec le BIPOLEP, hein, parce que vous êtes cette polyvalence. Si vous êtes perdu, vous pouvez tout à fait repartir en résection. Vous pouvez changer les dents et repasser sur un loop. Et c'est à tout moment. Hein, si vous êtes perdu sur la zone latérale, en intérieur, ou que sais-je, ou si vous avez fait une bêtise en perforant ou en créant un trajet sous-trigonal, eh ben voilà, pas de fierté, on change d'anse, on passe sur une résection, on finit le travail en sécurité. Hein, je pense que ça, c'est l'avantage. C'est tout à fait ce qui est fait d'ailleurs aussi en début d'expérience en OLEP. Hein, lorsque vous êtes perdu, il n'y a pas de mal à sortir le résécteur pour finir l'intervention convenablement. Hein, je pense que c'est vraiment une sécurité, il ne faut pas avoir de fierté pour ça. Alors, question suivante. Est-ce que la poignée passive est essentielle? Alors, pas forcément. Hein. Si vous êtes déjà équipé avec une poignée active, vous pouvez déjà tout à fait l'employer. Moi, je suis resté quand même assez longtemps sur une poignée active. Hein. Ça fait même pas un an, je pense, que je suis passé sur une poignée passive. On a dû même me convaincre un petit peu au départ d'essayer de faire le changement. Parce qu'en y réfléchissant, avant d'avoir essayé, moi, je n'étais pas forcément très convaincu. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu récalcitrant d'utiliser les poignées passives. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé des poignées passives sur une résection de vessie, mais on ne se sent pas vraiment très à l'aise. Hein. Et étonnamment, sur le geste de BIPOLEP, c'est au contraire très intuitif, très facile, et on est beaucoup plus dans un relâchement où on va justement lâcher la main pour justement repousser, pour créer le plan. Et c'est quelque chose de vraiment très naturel, très intuitif. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'être essayé. En tout cas, si vous devez faire le choix d'un équipement entre poignée passive et poignée active, moi je vous conseille vraiment de peut-être privilégier la poignée passive, en tout cas essayer au départ, mais je pense que vous serez rapidement convaincu de l'intérêt de cette poignée. En tout cas, si vous avez des restrictions et que vous devez avoir une seule boîte de résection hein, pour faire la vessie et aussi ces énucléations prostatiques et les résections standards de prostate, effectivement, vous pouvez tout à fait utiliser une poignée active, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. Ou alors vous demandez à avoir une poignée passive sous poche, ça peut aussi se faire. Hein, mais je pense que ça vaut le coup vraiment d'être essayé. Alors, est-ce que ce geste est réalisable en ambulatoire? Pour ma part, je ne l'ai pas encore réalisé en ambulatoire pour une question logistique. Hein. Je n'ai pas de créneau opératoire le matin pour pouvoir réaliser cette technique. Pourquoi pas hein, je pense qu'il n'y a pas de restriction à pouvoir le faire. Hein, les collègues le font bien avec le OLEP. À mon sens, on a un pouvoir de coagulation qui est très bon avec le BIPOLEP. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire également avec le BIPOLEP. Hein, donc ça, c'est à faire. Je ne crois pas avoir vu de publication sur le BIPOLEP en ambulatoire. Il ne me semble pas. Hein. Vous allez voir, hein, si vous cherchez sur PubMed, il n'y a pas encore beaucoup de publications sur le BIPOLEP. Hein. C'est quand même assez récent. Il y a encore peu d'équipes qui ont publié, qui ont du recul pour cette technique. Ensuite, question suivante. Y a-t-il plus ou moins d'irritation post-opératoire par rapport au LEP? Voilà, ça j'en ai pas mal parlé tout à l'heure. À mon sens, hein, il y a vraiment une différence entre le OLEP et le BIPOLEP. C'est purement la voie de l'expérience qui vous parle. Je n'ai pas encore publié mes résultats. Les collègues qui ont publié sur le BIPOLEP n'ont peut-être pas mis ça encore en évidence. Mais en gestion quotidienne, moi je vois vraiment la différence.
Hein, j'ai vraiment pas de patient qui ait de syndrome irritatif, comme ça peut se voir des fois en OLEP sur les 3 premiers mois. Hein, mes collègues réalisent encore, eux, du OLEP, et moi, je perçois vraiment une différence qui peut arriver entre les deux. Alors, bien sûr, le syndrome irritatif, il n'est pas systématique, hein, mais effectivement, on peut voir quand même un certain nombre de cas de syndrome irritatif. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, on peut voir effectivement, et surtout en début d'expérience, c'est une incontinence urinaire d'effort. Hein. Souvent, elle n'est pas très importante. Hein. C'est une incontinence qui reste légère. Mais moi, je l'ai observé plutôt en début d'expérience. Et c'est grâce à ça que j'ai modifié ma technique en ayant des gestes moins traumatisants, peut-être moins brutaux, en essayant de travailler, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus avec les doigts, justement, pour repousser l'anse, plutôt qu'avec le poignet, hein, où on va faire des gestes qui sont sûrement assez traumatiques pour le sphincter. Hein. Donc l'avantage de cette anse du bipolep, c'est qu'elle permet vraiment de travailler beaucoup plus finement avec les doigts, hein, pour aller se glisser dans les plans et réaliser ce geste comme on avait vu tout à l'heure, comme la dénomectomie, hein, mais de façon beaucoup plus microscopique, hein, progressive et moins traumatisante pour le sphincter. La question suivante, avez-vous constaté une différence en termes de saignement post-opératoire entre le générateur ancienne génération et le nouveau générateur? Je n'ai pas vraiment vu de différence. Alors, c'est encore assez récent pour moi. Hein. Je l'ai utilisé sur une période d'à peu près un mois, ce générateur. Donc, j'ai pas eu encore une grosse expérience en termes de nombre de cas. Mais j'ai pas vu vraiment de différence en post-opératoire. Alors après, pourquoi? Parce que la coagulation, elle est vraiment très bonne. Hein, je pense que c'est comme en OLEP, lorsqu'on maîtrise bien son geste. En fin d'intervention et les jours qui suivent, en général, les urines sont vraiment très claires. À mon sens, l'intérêt il est plutôt en péropératoire. C'est-à-dire que la modulation du courant qui est créée est vraiment surprenante. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir un effet, comme on voit très bien en OLEP, c'est-à-dire un effet qui est décrit comme un effet balistique, qui va dissiser les tissus. Hein, et donc on voit vraiment cet effet avec les nouveaux générateurs, les dernières générations, où on va créer cette dissision des tissus. Et si vous êtes vraiment dans le bon plan, que vous glissez avec votre spatule et que vous appuyez au bon moment, simplement un petit coup, vous créez donc une dissision qui va être automatique, hein, de votre lobe. Et c'est vraiment un effet qui est très très agréable à pouvoir observer. Alors, on me demande combien de cas est-ce que j'en suis. Comme je vous l'ai dit au début, je pense que j'en suis à peu près à une centaine de cas là, et on va dire avec la nouvelle anse, je pense que je suis à peu près à une cinquantaine de cas là maintenant. J'avais commencé au départ à énucléer, en fait, sans tout ce matériel, on va dire un peu plus moderne, la dénucléation, hein, c'est-à-dire sans cette anse dédiée. Et même au départ sans morcellateur. Hein, moi, j'avais beaucoup vu en congrès de gens travailler en OLEP, et j'avais été vraiment très intéressé par ce geste vraiment anatomique de dissection pour retirer l'adénome. Et j'avais commencé déjà, en fait, avec mon résecteur, à essayer de trouver les premiers plans, en fait, hein, au niveau de l'apex, latéralement, hein, pour essayer de m'entraîner, commencer à progresser dans ce geste. Et après, bien sûr, je continuais en résection. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et assez facilement, hein, pour les gens qui ne sont pas encore équipés. Dès demain, si vous voulez, vous pouvez commencer donc à attaquer, comme on a vu, au niveau en supramontanal, hein, coaguler, sectionner, essayer de trouver avec votre endoscope les plans. Mais attention, à mon sens, voilà, pareil, à pas trop forcer avec l'endoscope et plutôt travailler avec l'anse. Ça peut se faire, moi je l'ai déjà fait. Le problème, c'est que si vous travaillez uniquement avec les anses classiques, vous allez les casser. Hein, facilement, vous pouvez en utiliser 2 ou 3 par intervention, c'est un peu dommage. Il y a du matériel maintenant qui est fait exprès, hein, comme cette anse de dénucléation. Mais ça ne vous empêche pas déjà d'avoir une première sensation. Et très sincèrement, c'est extrêmement agréable de pouvoir sentir qu'on passe dans le bon plan, qu'on a un geste qui est anatomique, contrairement à une résection où on va voilà, s'enfoncer en profondeur, avoir un geste qui est un petit peu, à un moment donné, un peu rébarbatif. Et bien sûr, soit laisser de l'adénome ou soit aller parfois à la capsule si on va un petit peu trop loin. C'est toujours difficile de jauger où est-ce qu'on s'arrête. Alors que là, en fait, on va vraiment commencer par l'énucléation dans le bon plan. Et c'est vraiment très satisfaisant dès le départ de sentir ce plan se créer. Alors, question suivante. Est-ce que l'hémostase est meilleure en bipolep qu'en OLEP? Alors, je ne pense pas qu'on puisse vraiment comparer les deux pour l'instant.
je pense que l'important, ça va être pour l'opérateur. Lorsque vous êtes en début d'expérience, c'est peut-être plus facile, à mon sens, de gérer l'hémostase avec votre bipolep, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous mettez l'électrode sur le point qui saigne, vous allez l'aveugler déjà, c'est ça qui est intéressant. Hein. Si, imaginons s'il y a une grosse veine ou une grosse artère, vous allez l'aveugler. Vous appuyez sur la pédale de coagulation, et comme l'électrode est vraiment très large, vous allez très facilement pouvoir contrôler le saignement. Pour avoir fait un petit peu d'OLEP, lorsque le saignement est soit un peu mal placé, en haut par exemple, soit un peu abondant sur un plus gros vaisseau, des fois ça peut être un peu compliqué parce que la vision n'est pas très bonne, on est obligé de prendre du recul. On ne va pas forcément appliquer l'énergie là où il faut, peut-être profondément, où il faut changer parfois les paramètres aussi. Moi, j'ai pas l'expérience pour dire que c'est quelque chose de facile, d'évident. J'ai pas fait la courbe d'apprentissage du OLEP avant. Sûrement que un opérateur entraîné vous donnerait des bons conseils pour arriver à gérer la coagulation en OLEP. Pour ma part, j'ai trouvé ça extrêmement simple en bipolep. Finalement, ça revient un petit peu à utiliser votre rézecteur, hein, aller appuyer, aveugler la zone qui saigne avec votre anse, sauf que là, c'est beaucoup plus efficace puisque vous avez vraiment une spatule, vous allez vraiment l'aveugler très facilement et coaguler aussi avec une bonne efficacité puisqu'il va y avoir une très bonne diffusion de courant tout autour de la zone qui saigne. La question qu'on me pose, est-ce qu'il y a une meilleure anse, un meilleur ancillaire entre les trois marques, hein, Storz, Wolf, Olympus? J'ai pas d'expérience, je peux pas vous dire. J'ai pas utilisé les trois matériels, donc je peux pas vous dire. Sur les matériels que moi j'ai essayé donc chez Storz, ce qui est intéressant, c'est un matériel vraiment qui a été dédié, travaillé avec des gens qui font du bipolep quand même depuis longtemps, comme Thomas Herman, qui est maintenant en Suisse, à Zurich. Donc c'est un matériel qu'il a vraiment mis au point pour pouvoir faire ce geste d'énucléation avec cette spatule qu'il a créée. Et également maintenant de gros travaux qui sont faits sur le générateur, sur le courant électrique, qui apporte lui-même une qualité de dissection et un atout pour réaliser ce geste plus facilement. Alors, question suivante. Quelle est la plus grosse prostate que tu aies traitée? Je suis allé à 150 grammes pour l'instant. J'ai essayé de respecter ma courbe d'apprentissage moi aussi, et de pas aller trop vite. Hein, donc là, pour l'instant, j'en suis à 150 grammes. J'aimerais bien essayer de passer à des volumes supérieurs. Finalement, en bipolep, comme finalement en laser, on n'a pas de restriction de temps, hein, puisqu'on va travailler en sérum physiologique. Donc on peut tout à fait rester plus longtemps si c'est nécessaire. Hein, je crois que le 150 grammes, j'ai dû mettre à peu près 2 heures, je crois, à le traiter, ce qui était quand même relativement rapide, hein, parce qu'on avait aussi un morcellateur qui était bien efficace. Et à mon sens, il n'y a pas de limite. Hein, donc, j'ai pas eu le cas, malheureusement, j'ai pas eu de patient là, qui a un volume de prostate supérieur récemment, mais j'aimerais bien essayer effectivement sur des gros volumes de prostate pour voir la facilité de gestion du geste et également voir en post-opératoire les résultats, notamment sur la continence dont on parlait tout à l'heure. Je serais assez intéressé de voir tout ça. Alors, cette question a été posée en double. Question suivante, quels sont les réglages que tu utilises? Alors, sur les générateurs bipolaires, moi j'utilise les pré-réglages qui sont fournis. Et en section, je suis sur un pré-réglage d'usine hein, qui est à 3 en section et je suis à 5 en coagulation, hein, on peut monter beaucoup plus. J'ai un générateur RB actuellement et j'ai essayé le générateur Storz également, mais je serais incapable de vous dire quels étaient les réglages proposés. En tout cas, c'est des pré-réglages qui sont étudiés, qui sont dédiés, qui sont enregistrés dans la machine et donc on peut s'en servir assez facilement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser. S'il y a d'autres points que vous
vous voulez éclaircir par rapport au PowerPoint, par rapport à la présentation, ou par rapport à la technique. Pour vous signaler aussi qu'on réalisera probablement début octobre une live surgery de Bipolep avec Carp Stores. Donc, il y aura une diffusion en direct. On essaiera de faire sur une après-midi, je pense, 2-3 cas pour montrer un petit peu en direct tous les temps, pré-opératoire et puis post-opératoire, pour vous montrer un petit peu en pratique la gestuelle. Et on essaiera aussi, lors de l'affût, de faire peut-être un atelier pour montrer la technique. Question d'Athan Paul, y a-t-il un bon spot de surf près de chez toi? Oui, je confirme, vous savez, en Aquitaine, on a la chance d'avoir une très belle qualité de vie. Avec les huîtres, on en a parlé également, de très belles plages, et qu'on a un grand plaisir à retrouver actuellement avec ce beau temps et après le confinement. Alors, on a une question par rapport aux consommables. Le consommable, vous avez donc votre ancillaire qui est donc commun en termes de prix par rapport au LEP. Ce qui va changer, ça va être effectivement le consommable. Donc pour le Bipolep, on utilise une anse, qui est une anse donc on utilise au départ à usage unique. Et il y a des modèles aussi qui existent en réutilisable. Attention par contre à la durée de ces électrodes, notamment en début d'utilisation si vous forcez un petit peu dessus. Donc on est sur un coût d'utilisation qui est beaucoup moins cher que le OLEP, parce que l'électrode est entre, je pense, une centaine d'euros versus la fibre laser. Il faut voir le nombre d'usages que vous utilisez avec, mais on est quand même sur un coût qui est beaucoup moins élevé pour le Bipolep. Ça c'est important, surtout pour votre établissement. Si vous faites un projet d'acquisition de matériel, il va falloir motiver effectivement vos directions et faire un plan pour pouvoir acquérir le matériel. Donc c'est important de pouvoir comparer effectivement l'acquisition du matériel. Donc vous avez vu, il n'y a pas de différence entre le OLEP et le Bipolep. En termes d'ancillaires, ce sont les mêmes coûts. Ce qui va changer, ça va être le générateur. Le bipolaire d'un côté versus le générateur de laser de l'autre. Bien sûr qu'ils peuvent faire le calcul, vous allez me dire. Mais c'est quand même un coût qui est nettement différent. Ça. Alors, autre question. Est-ce que vous morcelez dans la vessie ou dans la loge? Alors, moi en général, je me mets un petit peu là au niveau du col. C'est-à-dire que la protection, c'est sûr que c'est intéressant de se mettre au niveau de la loge si vous pouvez. Vous allez vous mettre un peu plus à l'abri de la vessie. Donc c'est une sécurité. Maintenant, si votre adénome est un petit peu gros, je pense qu'il n'arrivera pas forcément jusqu'à la loge. Donc vous pouvez tout à fait vous mettre à ce moment-là sur le trigone pour faire votre énucléation, votre morcellation, pardon. Rappelez-vous les points de partage que j'ai vus avec vous tout à l'heure par rapport à l'irrigation. Ça me paraît vraiment très très important. 2 lignes d'irrigation que je branche en parallèle. Une sur le récepteur, la gaine extérieure du récepteur, l'autre sur le néphroscope. Ça permet d'avoir donc un flux qui est continu et, comme je vous l'ai dit, 4 proches branchés en simultané. On ne les débranche pas au fur et à mesure, on les laisse en simultané. Ça permet à votre penseuse de ne pas créer de rupture de flux. Si vous êtes en train de changer de poche d'aspiration ou de faire autre chose à la fois, vous ne pouvez pas surveiller votre geste et en même temps surveiller les poches. En ce sens, c'est intéressant pour ça de se former en équipe, c'est-à-dire de se former aussi avec votre aide opératoire, votre circulante si vous pouvez, parce qu'elles vont apprendre justement des temps clés comme ça, où vous avez besoin de compter sur votre équipe, parce que vous ne pouvez pas faire votre geste et en même temps surveiller et l'aspiration et l'irrigation. Et c'est là que surviennent les accidents. Si jamais vous avez une rupture de flux d'irrigation, vous pouvez vous retrouver très rapidement en fait, à aspirer par le morcellateur votre vessie et à avoir des accidents. Donc attention, c'est souvent un temps aussi la morcellation, on est en fin de geste, on est souvent un petit peu moins attentif ou un peu fatigué après ce jet d'énucléation. On a été assez concentré, donc attention à vraiment bien former vos équipes. La sécurité, c'est vraiment 2 tubulures d'irrigation, 4 poches, j'insiste, mais ça me paraît vraiment très important. Le module d'aspiration aussi, qui a été mis au point par Stars, me paraît intéressant parce que vous allez avoir une aspiration qui va être continue et donc forcément plus efficace à mon sens.
Hein, ça a été mesuré, on a à peu près, en termes de morcellation, sur à peu près 10 grammes par minute. Donc, vous voyez, ça peut donner une morcellation qui peut être vraiment très rapide. Hein, c'est intéressant pour ça. Alors, question suivante à Tom Paul qui me dit qu'il a changé une Gigi pendant que je répondais à ces questions sur l'Apex. Il me demande est-ce que tu gardes un coussin muqueux à l'Apex ou pas. On a vu la vidéo tout à l'heure, peut-être Olivier Madard, si vous pouvez remontrer la vidéo qui s'appelle Apex antérieur, pour vous montrer. On va revoir la vidéo pour voir un petit peu tout ça. Donc là, c'est une vidéo que j'ai fait sur du monobloc, et on voit donc que cet adénome là, il tient essentiellement par cette zone intérieure, le point muqueux. Hein, donc je mets un petit peu à distance quand même du sphincter. Hein, j'essaie de me projeter à peu près où là je pense être l'adénome, pour pas essayer de pas trop en laisser non plus et mettre à distance du sphincter. Hein, là, donc on voit que la vision est vraiment très importante pour bien gérer cette partie-là. Hein, donc je laisse effectivement le petit flaque muqueux. Je vais aller coaguler doucement pour essayer de ne pas avoir trop de diffusion de tissu. Et après, donc, la section, avec un courant de section très progressive sur cette zone qui est en général assez fibreuse, la zone fibreuse intérieure. Donc on y va vraiment doucement avec parcimonie. J'essaie de glisser toujours cette anse pour aller dans les endroits stratégiques, en essayant de ne pas forcer, pas induire de traction. On pourrait tout à fait imaginer pousser l'adénome et puis le couper un petit peu plus loin, mais on pourrait induire ainsi des lésions de traction. Moi, j'essaie de vraiment très très doux, de me servir du courant d'irrigation, du courant du plasma bubble qui est créé aussi par le générateur électrique. Et on va comme ça très progressivement en fait détacher en douceur l'adénome pour essayer vraiment de ne pas induire de lésions de traction. Donc je pense que ça répond à la question sur la gestion de la zone intérieure et du pont muqueux. Donc, à mon sens, il n'y a vraiment pas de différence de gestion par rapport aux techniques OLEP. Vous avez très très bien vu lors du dernier webinaire avec la vidéo qui a été montrée par Grégoire Robert, qui montrait cette technique où lui-même commençait par la gestion de cette zone apicale. Je pense qu'il faut être effectivement extrêmement doux sur cette région si vous ne voulez pas avoir au départ de mauvaises expériences, notamment d'incontinence urinaire d'effort. Je le disais tout à l'heure, la formation me paraît vraiment très importante. C'est à mon sens pas un geste qu'il faut apprendre tout seul dans son coin. Je pense que c'est important de voir beaucoup de vidéos, on en trouve heureusement beaucoup sur internet, d'aller en formation, que vous fassiez du WLEP ou du BIPOLEP, d'aller voir des gens qui ont l'expérience chez eux sur le terrain, parce qu'il y a le geste c'est sûr, mais il y a toute la gestion aussi périopératoire, il y a la sélection des patients à mon avis qui est importante au départ pour vous lancer, de choisir les bons patients et d'éviter ceux qui sont un petit peu de banane comme on a vu tout à l'heure. On a parlé notamment de dernier webinaire aussi des petits volumes prostatiques. À mon sens, c'est pas une bonne indication d'énucléation et encore moins pour commencer. Je pense qu'il y a des fois, il vaut mieux faire une bonne électro-incision du col. Je pense que ça donne de meilleurs résultats. Et la formation de votre aide opératoire, si vous pouvez, de votre circulante, elle me paraît vraiment très importante parce qu'on a parlé au cours de l'intervention et au cours de la morcellation. C'est vraiment des personnes qui vont être clés dans la gestion de votre geste et vous apporter un maximum de sécurité, de confort aussi. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre geste et pas être en permanence en train de regarder la poche, l'aspiration et surveiller. Je pense que c'est vraiment très important. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez venir sur Bordeaux, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez aussi imaginer se rendre disponible pour du proctoring. Ça me paraît vraiment très important de pouvoir, dans son environnement professionnel, parfois même pour rencontrer les anesthésistes et les rassurer, parce que parfois c'est aussi des personnes qui sont intéressées à la réalisation de ce geste et qui ont aussi certaines inquiétudes. Donc c'est important de pouvoir rencontrer un petit peu les équipes au grand complet et puis d'essayer d'amorcer du bon pied tous ensemble en équipe cette expérience. Moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire cette technique de BIPOLEP. Je commence à trouver la rédaction un peu ennuyeuse et je suis très content d'avoir fait le saut de l'énucléation et encore plus du BIPOLEP parce que je trouve que c'est
C'est vraiment un geste qui est assez naturel, assez facile après la résection. Et c'est vraiment toujours beaucoup de plaisir de faire cette intervention parce qu'elle est vraiment très anatomique. On a vraiment un plan de section et je trouve que c'est agréable en chirurgie, c'est toujours de faire une chirurgie des plans. Et là, pour le coup, on a vraiment une chirurgie des plans dans la dédomectomie. C'est aussi très satisfaisant parce que les résultats post-opératoires sont vraiment très bons. Le retour des patients est excellent. Et je trouve que c'est vraiment aussi très satisfaisant pour le chirurgien, aussi bien que pour les patients, de faire l'investissement de départ de ces techniques. Vous l'avez vu, c'est un petit peu long, c'est un petit peu difficile de faire le saut de l'énucléation, que vous fassiez du OLEP, du BIPOLEP ou du QNEP. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de faire l'effort de passer à ces nouvelles techniques, surtout pour les gros volumes. Je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir maintenant essayer de faire aussi bien que la dédomectomie par voie haute, mais avec justement une durée de séjour qui est beaucoup plus courte, puisque maintenant on arrive à les gérer même en ambulatoire sur le LEP. Des durées de sondage aussi qui sont beaucoup plus courtes. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de faire l'effort de passer à cette technique. Et l'avantage du BIPOLEP, c'est qu'on peut le faire vraiment en toute sécurité avec un matériel qui est connu. Voilà, je pense qu'on va arrêter là ce webinaire. Je remercie encore toute l'équipe Vectorem, je remercie encore toute l'équipe de Karl Storz pour l'invitation. Et puis, je souhaite bonne chance pour vos essais, pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Et donc, au plaisir de vous accueillir si vous souhaitez venir prochainement sur Bordeaux. On sera un grand plaisir. Bonne soirée à tous et puis à bientôt, j'espère, en formation, en congrès pour en parler avec vous.